Par rapport à ce défaut de suivi, le thème est ultra sensible. C'est pas du tout faire une réflexion d'analyse sur je suis ravie de participer à cette session. Je remercie Jérôme Dargent et Philippe Marc pour l'invitation. Je vais vous parler du risque associé au défaut de suivi après chirurgie bariatrique. Vous allez voir que j'ai surtout parlé du bénéfice du suivi, parce que c'était assez difficile pour moi de parler du défaut de suivi. Et Jean-Marc Aquin rebondira surtout sur ce risque associé au défaut de suivi. Je suis médecin, endocrinologue, nutritionniste et je travaille à Louis Morier à Colombes. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, tout d'abord, de quel suivi on parle? Je pense que vous connaissez tous ces recommandations de la HAS publiées en 2009. Le suivi doit être pluridisciplinaire et toute la vie, fréquent la première année, plus espacé après, mais toute la vie. Il doit comporter un certain nombre d'examens biologiques pour dépister notamment des carences et un certain nombre de délivrances de vitamines et d'oligo-éléments pour substituer ces carences. Ces recommandations sont totalement en accord avec les recommandations américaines et européennes qui ont été mises à jour l'année dernière, où on insiste encore sur le suivi à vie, sur l'équipe multidisciplinaire, sur un bilan biologique au moins une fois par an. Alors, qu'en est-il en France en pratique? On a la chance depuis l'année dernière d'avoir les résultats de l'étude de la CNAM sur la cohorte opérée en 2009 en France, les résultats du suivi à 5 ans. À l'époque, 16 620 patients ont été opérés. En 2009, la majorité étaient des anneaux, 29% bypass, 22% sleeve, quelques diversions et quelques conversions d'anneaux, 10%. Qu'en est-il du suivi de ces patients à 5 ans? Lorsqu'on regarde les consultations avec le chirurgien, donc elles sont très fréquentes la première année. À 1 an, 87% des gens ont revu le chirurgien. À 5 ans, 30%. Et chacune des 5 années, 12%. Mais on se dit que c'est probablement normal car le chirurgien n'a pas forcément vocation à faire un suivi à long terme. Alors qu'en est-il de la consultation avec le spécialiste en nutrition? Et là vous voyez que c'est nettement moins bon, puisque chacune des 5 années, uniquement 3% des patients ont vu un nutritionniste endocrinologue. Heureusement, les patients ont vu leur médecin traitant. Vous voyez que 70% des patients ont vu leur médecin traitant chacune des 5 années de suivi de cette chirurgie. Mais cette consultation ne s'accompagnait pas d'une délivrance, en tout cas d'une ordonnance pour des vitamines. Je vous ai pris l'exemple de la vitamine D qui est la carence la plus fréquente, quelle que soit la technique chirurgicale. Vous voyez que uniquement 10% des patients ont eu une prescription remboursée par la sécurité sociale de vitamine D. Et en ce qui concerne le fer, qui est notre préoccupation au quotidien après bypass, vous voyez que moins de 20% des patients avaient une prescription de fer. Donc le suivi en France, vous le savez, n'est pas optimal. Et pourtant, les objectifs du suivi sont très clairs. Tout d'abord, le suivi permet une évolution favorable du poids à long terme. Vous savez que l'évolution du poids à court terme est à peu près la même chez tous les patients, mais c'est à long terme qu'on voit des différences. Le comportement alimentaire peut changer au cours du temps et il faut rattraper un certain nombre de choses. Il faut toujours préserver une masse maigre confortable afin de garantir justement cette perte de poids à long terme. Et tout ça, ça s'apprend. Les patients, si on ne les stimule pas à faire de l'activité physique, ne vont pas forcément comprendre l'intérêt de l'activité physique. Adapter les traitements des comorbidités et les autres traitements. Donc, bien sûr, ce qui est le plus rapide à faire après chirurgie, c'est l'adaptation du traitement du diabète. Mais ensuite, il faut adapter le traitement de l'hypertension, désappareiller les gens qui ont un SAS, adapter les autres traitements comme les traitements hormonaux substitutifs, comme le lévothyrox, etc. Donc ça nécessite bien sûr un suivi. Le patient tout seul ne peut pas adapter ses traitements. Prévenir et traiter les déficits, on l'a vu pour l'instant, c'est pas parfait en France. Suivre les grossesses de façon adaptée, on en a parlé un peu tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus par manque de temps. Il y a actuellement un groupe de travail national qui travaille donc sur ce sujet, et clairement la conclusion du groupe de travail, c'est que le suivi doit être spécialisé pour ces grossesses à risque. Et il y aura une communication à la SOFCO en mai prochain sur ce sujet.
prévenir et prendre en charge les décompensations psychologiques et les addictions post-opératoires. Et puis, dernier point, prévenir et traiter sans délai les complications chirurgicales. On vient de le voir, donc je ne reviendrai pas dessus. Je vais surtout axer sur la partie médicale du suivi. Donc, premier point, le poids. Hein, vous savez tous que même avec un bon suivi, ce qui est le cas dans cette étude suédoise, l'étude SOS, il y a une reprise de poids après 2 ans. Donc, on le voit dans les 3 groupes de chirurgie, anogastrique, gastroplastie verticale calibrée à l'époque, puisque c'est une étude qui date des années 80, et bypass gastrique, la reprise de poids commence dès la 2e année en moyenne. La question, c'est est-ce qu'on peut minimiser cette reprise de poids en ayant un suivi adapté? Et la réponse est oui. Il y a eu 5 études interventionnelles randomisées qui comparaient un suivi, on va dire classique, à un suivi avec coaching plus intensifié. Et même si les conclusions ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aimerait, compte tenu de l'hétérogénéité des coachings, bien sûr, une intervention permet de limiter la reprise de poids ou d'augmenter la perte de poids. Une étude intéressante est parue 3 ans après. C'est une étude américaine qui avait pour but de décrire l'impact du suivi sur l'impact du comportement alimentaire post-opératoire et du comportement de contrôle du poids des patients sur le poids à 3 ans post-opératoire. Donc c'est une étude américaine multicentrique, l'étude LABS2, qui a recruté des adultes entre 2006 et 2012, suivis entre 2006 et 2009, suivis jusqu'en 2012, et les patients ont répondu à des questionnaires. Plus de 2000 patients ont été inclus dans cette étude, et les auteurs ont remarqué que 16% de la variation de poids à 3 ans était liée à 3 facteurs combinés. Le fait de se peser ou pas une fois par semaine, c'est-à-dire d'avoir un objectif de contrôle du poids, le fait de manger après la satiété, donc de dépasser la satiété, ou le fait de manger en continu, c'est-à-dire en gros de grignoter. Suite avec ces 3 items, ils ont construit des patterns et ils ont donc évalué la perte de poids à 3 ans en fonction des patterns. Le pattern numéro 1, c'est le pattern de ceux qui font le moins bien, c'est-à-dire qu'avant et après l'intervention, ils ne se pèsent pas, ils mangent après la satiété, ils mangent en continu. Le pattern numéro 2, c'est ceux qui faisaient bien dès le préopératoire, je me pèse une fois par semaine, je ne mange jamais après la satiété, je ne mange pas en continu. Et le plus intéressant, c'est le pattern 3, c'est ceux qui ont changé leur comportement en post-opératoire, c'est-à-dire qui sont passés du pattern 1 au pattern 2. Vous voyez que c'est la perte de poids la plus intéressante, que ce soit après bypass d'ailleurs, qu'après ANO. Donc on voit bien que les programmes structurés pour modifier les comportements alimentaires après la chirurgie permettent d'améliorer significativement la perte de poids. Qu'en est-il de l'impact du suivi préopératoire sur le poids post-opératoire? Je vous montre cette fois-ci une étude qu'on a réalisée dans le service avec Séverine Ledoux et publiée l'année dernière. Nous avons voulu voir l'impact de notre préparation à la chirurgie sur le poids à court terme, puisqu'il y a encore des gens qui disent que la préparation ne sert à rien et que de toute façon la perte de poids sera la même, en tout cas à court terme. Et donc, nous avons étudié 78 patients au départ de leur demande de chirurgie et lors de leur visite préopératoire, au bout d'environ 7 mois. Vous voyez que les patients, au cours des 7 mois de préparation à la chirurgie, n'avaient pas perdu de poids, alors qu'ils déclaraient moins manger, environ 200 calories moins, et surtout moins grignoter. Et ça, on sait que les patients aiment nous faire plaisir, ou en tout cas essayer d'avoir la chirurgie par tous les moyens. Ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on a fait passer des questionnaires d'activité physique. Donc là, c'est pareil, c'est du déclaratif. Et il y avait une amélioration de l'activité physique déclarée par questionnaire entre la visite initiale et la visite préopératoire. Lorsqu'on regarde les résultats 12 mois après la chirurgie, donc on a une perte de poids en pourcentage qui était de l'ordre de 30%. À l'époque, il y avait 2/3 de bypass et 1/3 de sleeve à peu près. Donc la quête alimentaire avait significativement diminué, ce qui est normal. Et lorsqu'on regardait ce qui était corrélé avec le pourcentage de perte de poids à 12 mois, c'était la perte de poids entre la visite initiale et la visite préopératoire qui était corrélée à cette perte de poids. C'est-à-dire plus les gens avaient perdu avant l'opération, plus ils perdaient après l'opération.
Et le fait d'augmenter son activité physique en préopératoire augmentait également la perte de poids à 12 mois post-opératoire. Donc, on voit bien que le suivi préopératoire a aussi une influence sur le poids post-opératoire. Deuxième volet que je voulais aborder avec vous, c'est celui des carences. Donc, comme vous le savez, les carences les plus redoutées pour nous, c'est les carences en vitamine B, puisqu'il peut y avoir des complications neurologiques parfois irréversibles. Mais ce qu'on voit, nous, souvent au quotidien, quand les gens sont perdus de vue, c'est la carence en fer. Donc, source d'anémie, source d'exploration endoscopique inutile, alors qu'en fait, il y a juste besoin que les gens reprennent du fer oralement. La carence la plus sournoise qui va avoir un retentissement osseux à long terme, c'est la carence en calcium et en vitamine D. Et pour les interventions malabsorptives, comme vous le savez, des carences parfois dramatiques en protéines et en vitamine A notamment. Alors, je vous montre également une étude qu'on avait réalisée dans le service il y a plusieurs années, qui avait pour but d'évaluer l'impact du suivi post-opératoire sur les carences. À l'époque, 165 bypass avaient été opérés il y a plus de 3 ans. 144 avaient pu être étudiés à 1 an et 115 à plus de 3 ans de leur bypass. Ces patients ont été classés en 2 catégories. Les sujets qu'on a considérés comme compliants au suivi, c'est-à-dire venus régulièrement aux visites médicales annuelles et dont la dernière visite datait de moins de 18 mois, et des sujets non compliants qui n'avaient pas eu de visite depuis plus de 18 mois. On a dû retirer 17 patients qui étaient inclassables, c'est-à-dire qu'ils étaient venus il y a moins de 18 mois, mais qui n'étaient pas vraiment venus avant. Et qu'est-ce qu'on voit sur leur statut nutritionnel? Donc, vous avez les non-compliants à gauche et les compliants à droite, CS. Donc, vous voyez que le nombre de carences est significativement plus élevé lorsque les gens ne sont pas compliants au suivi, en tout cas spécialisé. Ce qui illustre un peu ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que même s'ils voient leur médecin traitant, finalement, le médecin traitant ne va pas rattraper ce que nous, on n'a pas pu faire. Et lorsqu'on regarde les vitamines qui étaient touchées, une des vitamines les plus touchées, c'est la vitamine B1, dont on connaît les conséquences potentielles, la vitamine B12, la vitamine D. Il y avait également plus de symptômes de déficit chez les patients non compliants. Dernière chose pour cette étude, le nombre de carences était positivement corrélé au temps écoulé depuis la dernière visite. Le statut nutritionnel, bien sûr, était pas uniquement lié à la compliance aux visites, il y avait d'autres facteurs, comme l'âge jeune, qui est connu comme un facteur de mauvaise compliance, et l'IMC résiduel élevé. Troisième point que je voulais développer, c'est l'impact du suivi sur le risque d'addiction. On sait depuis plusieurs années que, notamment, avoir un bypass expose à plus de risques d'addiction à l'alcool en post-opératoire. Et je vous montre les résultats de l'étude américaine dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui cette fois-ci s'intéresse à l'alcool et aux autres substances illicites, qui sont pour eux des substances qui n'ont pas pu être prescrites par des médecins, donc ils ont enlevé les opiacés, les benzodiazépines et les hypnotiques. Lorsqu'on regarde les résultats de cette étude, vous avez à gauche les bypass et à droite les anneaux. Vous avez en bleu le fait de consommer régulièrement de l'alcool. Donc pour eux, c'est consommer de l'alcool plus de 2 fois par semaine, et ils ne précisent pas la quantité. En rouge, vous avez la courbe des patients qui sont dépendants à l'alcool, au vu d'un questionnaire très complet qu'ils remplissent. En vert, vous avez la consommation de drogue illicite, et en noir, le fait d'avoir eu recours à un traitement pour une addiction aux drogues. Et ce que vous voyez d'assez, je trouve, alarmant, c'est que lorsqu'on regarde la courbe des bypass, donc à 7 ans, donc il y a une augmentation régulière de la consommation d'alcool, mais aussi une augmentation parallèle de patients qui déclarent être dépendants à l'alcool. Donc on arrive jusqu'à 16%, alors que pour les ados, ce qui est connu, il y a une augmentation régulière, mais il n'y a pas de signe de dépendance. Il y a également une augmentation chez les bypass de consommation de substances illicites. Donc la conclusion, c'est que le fait d'avoir un bypass versus un anneau augmente le risque post-opératoire de dépendance à l'alcool et de prise de drogue. 16% des patients déclarent avoir un problème avec l'alcool 7 ans après bypass dans cette étude, ce qui paraît quand même énorme. Bien sûr, l'information sur les risques, l'éducation et la prise en charge de ces patients doit faire partie du suivi de ces patients et nécessite donc, bien sûr, la mise en place du suivi. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le risque de suicide post-opératoire. Donc,
Comme pour l'alcool, beaucoup d'études ont rapporté un risque, donc une diminution de la mortalité globale post-chirurgie bariatrique, mais une augmentation du risque de suicide. Donc, cette fois-ci, c'est une étude canadienne qui avait pour but de comparer le risque de tentative de suicide, enfin les tentatives de suicide avant et après la chirurgie. Donc, cette étude a regroupé plus de 8000 adultes qui ont été opérés entre 2006 et 2011. La plupart étaient des bypass. Ces patients ont été suivis 3 ans avant leur chirurgie et 3 ans après. Et l'objectif principal, c'était de compter le nombre de passages aux urgences pour tentative de suicide. Donc 111 patients sont passés aux urgences pour ce motif et cela regroupait 158 tentatives de suicide. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on regarde la répartition des passages aux urgences, 2 tiers étaient après la chirurgie, 1 tiers avant, et après la 2e année. Donc, encore une fois, le suivi doit permettre de dépister le risque suicidaire post-opératoire. En conclusion, je pense que vous étiez déjà convaincus de l'intérêt du suivi post-opératoire, mais aussi préopératoire. La vraie question actuellement, et je pense que ça va être l'objet du débat après, c'est comment l'améliorer en France, sachant que 500 000 patients ont été opérés, plus de 59 000 encore en 2016. Selon l'enquête de l'ACNAM que je vous ai montré tout à l'heure, uniquement 14% ont un bon suivi peut-être un peu exigeant, mais ce qui est plus inquiétant à mon avis, c'est que 34% ont un mauvais suivi, c'est-à-dire aucune consultation spécialisée, aucun bilan biologique, aucune délivrance de médicaments en cas de bypass. La solution, elle est probablement multiple. Il faut bien sûr mieux impliquer et former les médecins généralistes, mais je pense que ça ne suffira pas. Il faut aussi coordonner ce suivi par les médecins généralistes parce que ce sont quand même des patients complexes et on ne peut pas demander aux médecins généralistes de se rajouter quand même un suivi qui, moi, me semble est quand même très lourd. Et le dernier acteur, c'est quand même le patient. Vous savez qu'aux Pays-Bas, les patients sont dans un circuit très formaté avec des remboursements, mais lorsqu'ils ne suivent pas, enfin, lorsqu'ils ne viennent pas à leur consultation, ils doivent payer pour cette absence au suivi. Et donc un groupe de travail est en cours à la SOFCO pour ce sujet qui est majeur. Je vous remercie pour votre attention. Je dirais juste la dernière chose, merci d'avoir cité le rapport de l'Académie de médecine, parce que je pense que, d'après ce qu'on a compris de tous les acteurs qui sont là, vous avez du mal à suivre vos patients. Et d'impliquer les généralistes dans cette prise en charge, qui sont souvent très proches de leurs patients au moment de l'obésité, c'est important. Les généralistes ne sont pas du tout formés à la chirurgie de l'obésité. Donc ça, c'est un commentaire qui s'explique beaucoup. Et il y a une question, je crois, à droite, là. Monsieur Caddy, il y a un commentaire, excusez-moi. Alors Caddy, tu peux peut-être attendre ta question, puis il y a un commentaire, parce que si ça se trouve, on va répondre à la question à notre collègue. Pourquoi est-ce que le suivi est difficile, à votre avis? Et pourquoi est-ce que vous excluez le chirurgien? On va peut-être laisser le commentaire d'abord, parce que tu vas peut-être répondre. Non, allez-y, je vous en prie, au contraire, vous allez répondre à la question, je suis sûr. Pourquoi est-ce que le suivi est difficile dans votre commentaire? Parce que les patients sont très nombreux. Non, c'est pas ça. Parce que les patients sont très nombreux et que les risques après une chirurgie bariatrique sont aussi nombreux, comme je vais le montrer. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Ce sont des patients difficiles et il faut beaucoup de consultations. Il faut les voir très souvent. Il faut s'intéresser à la psychologie. Il faut s'intéresser à l'exercice physique. Il faut s'intéresser aux carences vitaminiques. Et ça fait beaucoup de choses et on a du mal à la fidéliser. Ils sont un peu volatiles. Donc, il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons plus importantes que ça. Quand on est en exercice libéral, il y a le remboursement des consultations que les gens ne peuvent pas assurer. Il y a les vitamines qui ne sont pas remboursées, y compris leur dosage. Il y a la diététicienne qui n'est pas, la psychologue non plus, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la psychologue ici. C'est quelque chose de fondamental. Quant au milieu hospitalier, bien, il y a d'autres problèmes aussi. C'est que les rendez-vous sont à perpète. Et quand on a le rendez-vous, on n'a plus la gastro-entérologue, le psychologue, etc., qu'on avait avant. Donc, on n'a pas confiance. Ah, c'est un problème humain, un problème extrêmement difficile.
Et c'est un problème social. Voilà, et ça, je voudrais que vous en rendiez compte. À part ça, il faut vraiment s'investir beaucoup. Personnellement, j'ai eu l'occasion en 20 ans de suivre près de 11 000 patients, avec 70% de revues à partir à 13 ans. Mais mes patients, y compris à la limite, le numéro de patients, c'est beaucoup de patients. Voilà. J'y vais. Donc, la question, je l'ai mise au pluriel. Ce n'est pas le risque, mais c'est les risques associés au défaut de suivi après chirurgie. Le premier risque, c'est la perte de poids insuffisante ou reprise de poids à long terme. Les patients doivent recevoir régulièrement et à long terme des conseils nutritionnels. L'objectif est d'optimiser les résultats de la chirurgie bariatrique et de réduire le risque tardif de reprise de poids. Deuxième risque, absence de prise en charge des déficits nutritionnels. Les opérés sont exposés à long terme à des déficits en protéines, en vitamines et oligo-éléments. Les déficits doivent être dépistés. Les supplémentations sont personnalisées en fonction des déficits constatés. Troisième risque, prise en charge inadaptée des dysfonctionnements et des complications chirurgicales. La méconnaissance des modifications alimentaires nécessaires après chirurgie bariatrique est souvent la cause d'épisodes de vomissement, régurgitation, de diarrhée, dumping syndrome. Des douleurs et vomissements inexpliqués persistants doivent faire rechercher une cause mécanique, voire une urgence chirurgicale. Autre risque, j'en parle, l'absence de soutien psychologique. Les patients ont des difficultés psychologiques en rapport avec les modifications du comportement alimentaire et de l'image qu'ils ont de leur corps. Taux de suicide élevé chez les patients opérés d'une chirurgie bariatrique. Risque d'abus d'alcool après chirurgie bariatrique. Risque d'anorexie, de boulimie. Autre risque de l'absence de suivi, l'absence d'incitation à l'exercice physique. Si on ne propose pas aux patients, ils ne vont pas en faire d'exercice physique. Ça, je pense que ça va être le rôle des CSO. Il existe une relation positive entre l'activité physique régulière et la perte de poids à long terme. Il est recommandé une activité physique avec une durée hebdomadaire de 150 à 300 minutes. Autre risque, on l'a dit, traitement inadapté des comorbidités associées à l'obésité. Après chirurgie bariatrique et à long terme, les comorbidités, diabète de type 2, syndrome de l'apnée du sommeil, hypertension artérielle, dyslipidémie doivent être monitorés. Il y a plein de patients à qui on pose une CPAP en préopératoire, qui la gardent pendant longtemps et qui ne l'utilisent pas. Maintenant, on le sait avec les outils connectés. Les traitements doivent être adaptés plusieurs fois par an. Autre risque, non prise en compte des modifications pharmacologiques. La pharmacocinétique de nombreuses drogues est modifiée après chirurgie bariatrique. Les anticoagulants, les antiépileptiques, les antirétroviraux, il y en a d'autres. Ceci peut modifier leur efficacité et entraîner des effets indésirables. Les contraceptifs oraux souvent sont inefficaces. On a beaucoup de grossesses sous pilule chez ces patients-là. Il faut utiliser des contraceptifs non oraux. Non prise en charge des problèmes spécifiques de la grossesse, on en a parlé. La grossesse n'est pas recommandée dans les 18 mois qui suivent une chirurgie de l'obésité. Une supplémentation en vitamines et oligo-éléments est indispensable durant la grossesse, risque de malformation fœtale. La survenue de douleurs abdominales peut révéler des complications graves, notamment après bypass ombilical, avec des complications graves sur les hernies internes. Suivi après chirurgie bariatrique, on l'a dit, la réponse actuelle n'est pas satisfaisante. Les chirurgiens doivent prendre en charge les complications chirurgicales, le suivi à court terme et à moyen terme. Mais à long terme, ils sont en difficulté. On a tous ici 3 consultations par semaine, plus 3 journées opératoires, on ne peut pas faire plus. Les médecins nutritionnistes, les CSO, doivent assurer le suivi de ces patients à long terme, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il n'y a peut-être pas assez de CSO non plus. Les diététiciens et psychologues ont un rôle important à jouer, mais leurs consultations ne sont pas remboursées, je le dis. D'après le rapport récent de l'Académie nationale de médecine, il faut évoluer vers une plus grande implication des médecins généralistes. Je pense que c'est une bonne idée et c'est un des points clés. Ils connaissent les patients et leur environnement psychosociaux. Ils sont suffisamment nombreux et répartis sur le territoire. La prise en charge des maladies chroniques fait partie de leur mission.
Il joue un rôle important dans la mise en œuvre de l'éducation pour la santé et la coordination des soins. Dans le cadre de l'obésité, il y a actuellement une expérimentation dans 4 départements. C'est dommage que soit parti Robert Piazzo. Pour le Nord, le Pas-de-Calais, la Réunion et la Seine-Saint-Denis, où je suis concerné, où les médecins généralistes, d'un point de vue expérimental, s'occupent des pistes et traitent l'obésité infantile entre 3 et 8 ans et ont la possibilité de prescrire de la diététique qui est remboursée, de l'exercice physique qui est remboursé, avec d'autres réseaux. Et ceci est tout à fait intéressant. J'ai interrogé les généralistes. Ils sont tout à fait intéressés par le fait de s'intéresser à l'obésité. Mais ils ne s'estiment pas assez rémunérés pour un suivi complexe et chronophage. Ils demandent que ces consultations soient davantage rémunérées. Les médecins généralistes revendiquent d'être présents d'un bout à l'autre du parcours de soins. Ils veulent bien s'occuper à long terme de nos patients, mais ils demandent aussi à être impliqués dès la réunion de concertation pluridisciplinaire. Il faudrait les inviter. Ils s'estiment insuffisamment formés et demandent des formations. Ça, on s'en occupe. La révision des recommandations de l'HAS doit intégrer le médecin généraliste. Ils n'y sont pas actuellement. Je vous remercie pour votre attention. Un commentaire avant de donner la parole à notre ami Psyka pour finir la journée. Hubert, oui. Même On n'arrête pas de se dire. Les chirurgiens expliquent aux médecins qu'il faut qu'ils soient suivis 2 fois par an. Les médecins expliquent aux chirurgiens de toute façon de être suivis 2 fois par an. Moi, je partage un peu le point de vue de Jean Kédy. On a affaire à des gens qui ont un parcours médical assez dense, assez fourni. On les opère. Et puis tout d'un coup, on diminue leur traitement, ils ont plus mal aux genoux, etc. Et en fait, ils n'ont plus aucune envie de nous voir. Alors, tout ce que vous avez dit est parfaitement vrai. Hein. On a décrit des syndromes de Gaillet-Verniquet jusqu'à 12 jours de nos personnes, donc à documenter comme ça, avec des Gaillet-Verniquet qui ne le récupèrent pas. Donc il y a un risque de complications très sévère. Mais on ne s'en sortira pas tant qu'on ne responsabilisera pas les patients. Parce que les médecins généralistes, ils sont intéressés, ils sont débordés. Et donc, ils peuvent être intéressés intellectuellement, mais en pratique, même si les patients, pour eux, c'est plus facile d'aller les voir, il faudra toujours qu'ils payent leurs vitamines, qu'ils payent la psychologue. La psychologue, je confirme que c'est très important post-opératoire. Et tant qu'on ne responsabilisera pas les patients, on pourra toujours faire des recommandations, des colloques, des syndromes, etc. Or, nous vivons dans une société où la santé est gratuite. D'accord ? Et vous avez évoqué le système hollandais. Bien, il ne faut pas se voiler la face. Hein, si on veut être efficace, si on veut que les gens ne soient pas à l'abandon, parce que moi je partage tout à fait ce que vous avez dit. On a des gens qui reviennent au bout de 18 mois se montrer en disant j'ai tout perdu, merci, je vous voudrais pas un chirurgien plastique. Voilà, on en profite pour leur doser de vitamines, etc. Même pour les sleeves d'ailleurs maintenant. Mais c'est pas comme ça que ça peut marcher. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est pas comme ça que Oui. Ah bah non, mais pas du tout, Hubert, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. La question, c'est pas le grand nombre d'obèses, c'est le grand nombre d'opérés. C'est peut-être là la vraie réflexion. La réflexion, c'est la pertinence des indications. On tourne tout le temps autour. Bon, peut-être maintenant c'est un peu trop tard parce qu'il y a 400 000 opérés. Donc de toute façon, il va falloir en gérer un grand nombre. Mais là, maintenant, c'est vraiment la pertinence des indications, c'est-à-dire intégrer la chirurgie dans un parcours qui commence par une prise en charge initiale et un suivi, et que là-dedans, la chirurgie n'est pas la finalité, mais l'étape intermédiaire. Et je pense que tant qu'on ne sera pas sorti de cette logique de dire on les opère, comme tu dis, parce que c'est très caricatural ce que tu dis. Très caricatural. C'est le point de vue des patients, c'est le vécu des patients. Mais non, c'est nous qui disons ça, c'est pas le vécu des patients. C'est la réalité. Non, parce que, non, mais si tu veux, Hubert, on va refaire l'analogie avec la cancérologie. Le vécu des patients, c'est quand même, on ne s'occupe pas de nous. Le livre blanc de la cancérologie, c'était pas qu'on ne soit suivi, c'est parce qu'on ne nous suit pas, parce qu'on ne nous demande pas de nous suivre. Donc c'est des mots galvaudés, je retourne aussi de la France.
on est en train de parler de parcours de soins. Mais c'est vrai, c'est parce qu'on n'éduque pas dès la première consultation, dès le médecin généraliste. Voilà, moi on partage, on est tous d'accord. On n'est pas obéissant. Cette éducation thérapeutique, elle est très difficile à faire, il faut espérer peut-être, et moi je me tourne aussi là vers François, parce qu'on a beaucoup débattu sur autre chose, sur les objets connectés, peut-être que l'obèse il aura sur son téléphone, dis donc, tu t'es pesé ce matin, enfin, donc il y a toute une révolution, ça me permet de parler de l'académie, etc. C'est une vraie révolution dans la façon de pratiquer les soins. On n'est plus un gars qui fait un geste chirurgical. On doit s'intégrer dans toute une démarche très complexe. Il y a un exemple. Les objets connectés, le parcours de soins, etc. Il y a un exemple qui a été fait comme ça, enfin, dans ma spécialité, ça a été la neurourologie. Les paraplégiques, ils étaient opérés par un chirurgien qui ne les revoyait plus. Depuis maintenant 20 ans, les centres de paraplégie ont des centres d'urologie avec eux, et les consultations pluridisciplinaires, comme pour la cancéro, maintenant, il n'y a pas un malade neurologique paraplégique qui est suivi par un chirurgien seul ou un médecin seul. Les consultations sont mixtes et organisées. Alors ça peut être en fonction du nombre, etc. Mais je veux dire, c'est un exemple. Alors c'est plus facile parce qu'il y en a moins en nombre, et ce que dit Missika est vrai, quand il y a un grand nombre, ça pose un problème. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre aux chirurgiens à travailler avec des médecins, c'est indispensable. Et il y a quand même beaucoup de chirurgiens qui n'ont pas encore cette habitude-là, parce que ça prend du temps. Mais la contrepartie, c'est ce qu'a dit, c'est qu'il faut aussi que ça soit rétribué. Le temps passé à une consultation pluridisciplinaire, c'est plus long qu'une consultation isolée d'un malade qui a une maladie simple et on peut traiter facilement. C'est la dernière. Oui, il y a un problème que vous avez soulevé qui m'intéresse beaucoup, qui est le suicide post-opératoire. Parce que en chirurgie cancérologique ou en transplantation, quand on avait un suicide en post-opératoire, c'était une catastrophe, parce qu'on considérait qu'on avait opéré et qu'en plus de ça, on les avait conduits au suicide. Alors c'était vraiment quelque chose de... Est-ce que vous avez un profil particulier? Est-ce que ces gens sont dépistables? Oui, justement, il y a des facteurs de risque. Hein. C'est souvent des gens qui ont des antécédents psychiatriques déjà, c'est plutôt des hommes. Et puis, c'est aussi le... Enfin, c'est aussi, je dirais... Enfin, il y a des gens qui sont déçus de la chirurgie, c'est-à-dire si on ne les informe pas bien de ce que la chirurgie va leur apporter, une fois qu'ils ont perdu du poids et qu'ils pensaient qu'en fait tous leurs problèmes seraient résolus, c'est bête ce que je vous dis, hein, mais c'est très important de les informer que la chirurgie pourrait leur apporter ça, et que ça, c'est pas la chirurgie. Et donc, il y a des gens qui sont très déçus. S'ils ont été mal préparés, ils sont très déçus, et il y a des gens... Voilà. Le point clé, c'est la préparation. C'est détecter avant s'ils ont un problème avec l'alcool, détecter avant s'ils ont un problème avec le cannabis, et prendre le temps qu'il faut pour les préparer. Il est évident que si vous tombez sur un patient qui est porté sur l'alcool ou le cannabis, il faut le confier à un addictologue. Il faut le confier à un addictologue pendant 6 mois, voire plus, le temps qu'il travaille avec lui. Et après, vous pourrez le revoir et l'opérer. Car si vous l'opérez d'emblée, vous allez aggraver l'addiction post-opératoire. Merci beaucoup.